Bonjour mesdames et messieurs. C'est un auditoire très intime ce soir. Je pense que la tempête a eu raison de l'affluence. C'est bien, on va être entre nous, donc je pense qu'on pourra approfondir le sujet. Donc, moi je me présente, je suis Jérôme Kubler, je suis directeur logistique de RHNE et je vous souhaite la bienvenue sur le site de Pourtalès pour une nouvelle conférence des jeudis du RHNE. Comme vous l'avez peut-être remarqué, les directrices et directeurs de RHNE se succèdent pour vous accueillir lors des soirées des jeudis du RHNE, et on peut choisir le sujet. Alors, moi, personnellement, j'ai choisi ce sujet parce qu'il me touche. J'ai eu une carrière de sportif pendant 25 ans, j'ai fait du rugby. Je consommais toutes les calories que je mangeais en faisant du sport, et un jour, j'ai raccroché les crampons. Et mon physique a commencé à changer. On peut dire que le steak a été remplacé par du bacon, que mon médecin de famille a commencé à froncer les sourcils en me disant « tu prends pas 10 kilos par 10 ans, ton père et tes deux oncles ont eu du diabète de type 2, donc tu dois te surveiller ». Alors je suis passé de la jouerie du rugby et puis de la franche camaraderie des vestiaires à la solitude et la dureté de ma selle de vélo, à me retenir ma gourmandise pour éviter de me resservir 3 fois et puis de manger les petits trucs gras qui sont quand même bons et puis tout ça, pour prendre soin de moi. Et puis à la fin, j'ai réussi quand même à garder mon taux de sucre à un niveau parfaitement raisonnable, même en dessous de ce que mon médecin voulait me prescrire. Et en fait, c'est un peu des fois une lutte de tous les jours. Et puis ce soir, je pense que ça va me donner une piqûre de rappel pour que je continue à avoir un mode de vie sain, que je prenne soin de moi et puis que je puisse faire encore de nombreuses années sans être victime du terrible diabète de type 2. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, nous abordons ce soir une thématique importante qui est un véritable problème de santé publique. En effet, en Suisse, le diabète de type 2 touche plus d'une personne sur 10 entre 60 et 80 ans. Et, fait inquiétant, cette maladie est de plus en plus fréquente chez les personnes jeunes. Donc, j'ai moins de 60 ans, j'étais possiblement touché, mais bon, je m'en suis sorti. Donc le diabète de type 2 est très souvent lié au surpoids et à la sédentarité, d'où le steak et le bacon dont je vous parlais d'avant. Il peut avoir des conséquences néfastes sur les systèmes cardiovasculaires, oculaires et rénales, mais également sur la qualité de vie des personnes touchées. Et pour limiter les risques de complications, il est donc primordial d'opter pour un style de vie plus sain, tant en matière d'alimentation que d'activité physique. Je coche les cases. Donc les intervenants et intervenantes de ce soir répondront à toutes ces questions et je vous les présente rapidement. Il s'agit du docteur Humberto Delgado Vélez, qui est diabétologue et endocrinologue au RHNE, et de la doctoresse Maeva Trebillo, qui est également diabétologue et endocrinologue au RHNE. Comme d'habitude, au terme de la présentation, il y aura une partie réservée aux questions-réponses, puis un apéritif pour prolonger les échanges, et vous pourrez vous jeter sur les légumes et l'eau minérale, ou pas. Donc, je vous souhaite une excellente conférence et une bonne soirée. Je vous laisse entre les mains expertes de nos deux intervenants. Est-ce que là, ça va jouer? Ça va? Très bien. Je vous en prie. Merci beaucoup, merci d'être là malgré l'intempérie. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir partager avec vous pendant cette soixantaine de minutes sur un sujet qui véritablement est d'actualité, qui est un problème, comme tu le disais, de santé publique, puisqu'on est de plus en plus confronté à des personnes qui souffrent de diabète type 2 particulièrement, et avec toutes les conséquences que ça génère. Tout d'abord, faire une sorte de contextualisation de la problématique. Donc, vous voyez que suite à cette industrialisation effrénée, il y a eu comme conséquence d'avoir une modification de style de vie avec de plus en plus de personnes qui se sédentarisent, qui font peu d'activité physique, qui ont une alimentation
trop riche en calories. Tout cela amène une augmentation du surpoids, de l'obésité, et comme corollaire de cette obésité et de surpoids, l'apparition d'un diabète de type 2. Et vous voyez que le diabète type 2, c'est ici à la Confédération helvétique, notamment dans les cantons Vaud, qui a eu une grande étude épidémiologique, qui s'appelle l'étude Colosse, mettait bien en évidence que plus ou moins 6,6% de la population vaudoise souffre d'un diabète type 2, toute catégorie d'âge inclus. Donc ça veut dire que des personnes de tranche d'âge de 60 à 70 ans, ou de 70 à 80 ans, l'incidence de diabète est bien plus importante. Donc, pouvons aller jusqu'à 14,5 ou 16%. Et ça ne va pas s'améliorer. Ça ne va pas s'améliorer parce qu'il n'y a pas d'inflexion de ces courbes. À tout le contraire, ça continue à avoir une augmentation. Vous voyez que l'année 2011, il y en avait plus ou moins 370 millions de personnes diabétiques dans le monde. C'est prévu que pour l'année 2030, il y aura plus ou moins 700 millions de personnes souffrant de diabète. Donc, réellement, un problème majeur de santé publique. Dire aussi que ces personnes qui ont un diabète type 2, la plupart, plus de la moitié, 55% de ces personnes, ont un diabète que nous considérons comme étant déséquilibré. Ça veut dire quoi, un diabète déséquilibré? Ça veut dire que les taux de sucre, qui normalement doit être autour entre 5 et 7 millimoles, tournent plus au-delà de 10 millimoles par litre, avec ce qui ça comporte comme conséquence. Donc, plus de 55% de la population ont un taux d'hémoglobine glycosylée, comme nous appelons à ces paramètres qui nous permet de savoir quel est le degré d'équilibre du diabète supérieur à 7%. Et c'est une maladie qui n'est pas indemne des complications. Elle entrave pas seulement la vie quotidienne, mais à long terme ou à moyen terme peut générer des complications. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment que ce soit interactif, qu'on puisse échanger. J'aime bien ces diapositives qui est un tout petit peu compliqué comme ça à lire. Vous voyez qu'il y a une flèche verticale pointue en rouge, et ce qui est à gauche de votre situation, ce qui est à gauche, c'est que bien avant que ces maladies soient diagnostiquées, il y a une période de latence. Il y a une période d'évolution lente et sournoise, silencieuse de la maladie. Il commence à apparaître les toutes premières signes de dysfonctionnement qui vont amener à un diabète franche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, il y a une ligne qui s'est marquée insuline résistance. On commence à devenir insuline résistante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insuline que nous produisions, que vous produisiez, va avoir des difficultés à agir. OK? Mais cette difficulté qui a l'insuline à agir, ça ne tombe pas comme ça. Ce n'est pas du jour au lendemain que l'organisme a décidé qu'il aura une résistance à l'action de l'insuline. La résistance à l'action de l'insuline, c'est la conséquence de l'augmentation progressive du poids. Plus on gagne du poids, plus il va avoir une augmentation de la résistance à l'action de l'insuline. Dans un premier temps, l'organisme bien fait cumuler, il va répondre avec une augmentation de la sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Vous voyez comment c'est bien fait. Donc on commence à avoir une résistance à l'action de l'insuline, l'organisme répond avec une augmentation de la sécrétion. Et jusqu'à là, ça va. Donc il y a le niveau de sucre, ça se maintient par ces mécanismes compensatoires. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est comme si on imagine, pour être un tout petit peu, pour illustrer les choses, c'est comme une éponge. Vous pressez l'éponge, il y a de l'eau, du liquide qui sort. Mais à un moment donné, ça commence à faire défaut.
Okay. Avec les années, s'il n'y a rien qui se passe, si on continue à avoir une vie avec un style de vie qui nous amène à cette surcharge pondérale, voire obésité, ben, le pancréas il va se fatiguer. Et quand le pancréas il se fatigue, à la cellule bêta, où il n'y a plus de jus, si on peut le dire comme ça, il va commencer à voir l'augmentation que vous voyez dans la partie inférieure de la diapositive, l'augmentation du taux de sucre, autant quand on se réveille le matin sans rien manger, la glycémie à jeun commence à monter. Et également, quand on mange, bah, le taux de sucre monte de façon significative. Et ça, c'est véritablement l'apparition du diabète. Mais alors là, on est déjà dans un stade de la maladie avancé. Donc ça nous amène à une réflexion de dire comment faire pour réaliser un diagnostic précoce. C'est-à-dire quand on est encore dans la partie gauche de la diapositive. C'est ça l'intérêt. Parce que vous voyez aussi que dans ce titre, qui est un peu trompeur, qui va nous piéger, parce que c'est l'histoire naturelle du diabète. Mais est-ce qu'elle est véritablement, inéluctablement vers ça, c'est-à-dire vers l'apparition de taux de sucre à jeun et après les manger très élevés? Est-ce que par cet stade d'hyperglycémie chronique, est-ce que on va inéluctablement vers les complications micro- et macrovasculaires? Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est une complication microvasculaire? Ça sont les atteintes des organes qui sont nourris par des petits vaisseaux, donc la rétine, les reins, les nerfs. Donc, c'est que ça, nous appelons dans notre jargon médical la rétinopathie, la néphropathie pour les reins, ou la neuropathie ou la polyneuropathie des membres inférieurs pour les nerfs. Okay? Ou les complications macrovasculaires sont les complications des grands axes de la circulation, les cœurs, les cerveaux, le problème cardiaque, le problème cerveau. Okay? Est-ce que c'est inéluctable ça? Est-ce que c'est l'histoire naturelle que toutes les personnes vont plus tard que tôt, à faire ce type de complications? Ben, c'est pour cela qu'on est ici, justement pour pouvoir répondre à des questions et pouvoir clarifier un tout petit peu les choses. Alors, donc, n'oubliez pas ça, gardez bien dans l'esprit. Le diabète type 2, il y a deux mécanismes. Vous avez un mécanisme d'insuline résistance. Pourquoi? Parce qu'on commence à prendre du poids. On commence à prendre du poids. Plus on prend du poids, plus l'insuline a du mal à agir. Plus l'insuline a du mal à agir, plus rapidement va s'épuiser la cellule bêta du pancréas qui produit l'insuline. Et à ce moment-là, le taux de sucre va augmenter. C'est ce que nous appelons l'insuline défaillance. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné que la leucine qui produit l'insuline va s'épuiser. Et puis il aura une défaillance, une diminution de la sécrétion d'insuline. Okay? Il y a ces deux mécanismes. Est-ce que ces mécanismes sont irréversibles? Est-ce qu'ils sont réversibles? On verra bien par la suite. Quelles sont les causes pourquoi on développe une insuline résistance? Pourquoi on va vers l'insuline défaillance, une diminution de la sécrétion d'insuline? Par les causes qui sont là. Alimentation erronée, pourtant qu'on puisse définir qu'est-ce que c'est une alimentation erronée, qu'est-ce que c'est une alimentation saine, en miroir de l'alimentation erronée. La sédentarité, dont ma collègue parlera davantage dans la deuxième partie de la présentation, et tout ça nous amène à l'obésité. Donc la sédentarité, l'alimentation erronée, nous amène progressivement vers le surpoids et l'obésité. Moi, j'étais catastrophé, j'étais consterné de voir. J'ai retourné au Mexique 20 ans après,
de la première fois que je suis allé, il y a 3 ans, juste avant Covid, pour faire un programme là-bas, un projet. J'étais consterné de voir dans la rue, dans les places, dans les bus, dans les restaurants, dans les lieux, dans les auditoires, que des personnes en surcharge pondérale et obèses. Il y a une explosion d'obésité, une explosion de diabète avec, donc le nombre de personnes qui souffrent de diabète, c'est vraiment une augmentation exponentielle. Problème majeur de santé publique. Problème majeur. Et j'observais les personnes au Mexique et comment ils se nourrissaient. Mais c'était vraiment ce que nous appelons l'alimentation erronée. On va revenir par rapport à ça. Une autre cause qui génère l'insulinorésistance, c'est le tabagisme. Le tabagisme, c'est connu comme en étant un élément, un facteur qui intervient dans l'insulinorésistance. Par ailleurs, si vous avez entendu parler, qu'est-ce que c'est le diabète gestationnel? C'est le diabète des jeunes mamans. Il y a une étude qui montrait bien que les jeunes mamans qui fument avant la grossesse sont plus à risque de développer un diabète gestationnel lorsqu'il y a la gestation. Donc ça montre bien que le tabagisme, c'est aussi un facteur qui participe dans la genèse du diabète, dans l'apparition du diabète. Le stress, grand omniprésent dans la société actuelle ou industrialisée, où il y a beaucoup de pression un peu dans tous les niveaux et dans tous les secteurs, ben c'est aussi un facteur qui intervient dans l'apparition du diabète. La génétique. Est-ce que la génétique joue un rôle déterminant de l'apparition de la maladie ou périphérique? Il y a beaucoup dans ma consultation, beaucoup de personnes, quand je leur pose la question, comment vous expliquez votre maladie? Comment vous expliquez le fait que vous êtes devenu diabétique? Ben, c'est normal. C'est normal parce que dans ma famille, il y avait mon père qui était diabétique, ma soeur qui était diabétique. Donc, c'est une réflexion à se faire. Est-ce que parce que dans ma famille, il y a eu de diabète, est-ce que je veux devenir diabétique? Est-ce que les gènes jouent un rôle déterminant dans l'apparition de la maladie ou pas? Alors, ce qu'on sait maintenant, et ça c'est un grand moment de la médecine des últimes décennies, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la épigénétique. Avant, il y avait une sorte de dogme dans la médecine, les gènes, on a les gènes et on va mourir avec les mêmes gènes, les génomes. Alors, ce qu'on sait maintenant, c'est que l'expression des gènes peuvent être modifiées par l'environnement. C'est l'environnement qui va modifier pour le meilleur ou pour le pire l'expression des gènes. Comment on peut expliquer ça? Par exemple, si vous aimez bien jouer les cartes, vous avez de bons gènes, c'est-à-dire vous avez reçu de bonnes cartes. Mais si vous jouez mal la partie, vous finissez par perdre la partie malgré les bonnes cartes que vous avez reçues. Au contraire, si vous avez de mauvaises cartes, mais vous jouez très finement et très bien, vous avez probablement la chance de réussir la partie. Avec les gènes, c'est plus ou moins la même chose. L'épigénétique, c'est la modification d'expression des gènes par l'environnement. Si vous soumettez l'expression des gènes à des éléments toxiques environnementaux, il va exprimer des gènes qui vont porter tort par rapport à la santé. Au contraire, si vous avez des antécédents de diabète dans votre famille, mais si vous avez un style de vie sain, très probablement que vous allez retarder à ultime instance l'apparition de la maladie. C'est connu en médecine, on le sait. Et une bonne partie des maladies chroniques sont modulées par l'épigénétique. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle
parce que ça veut dire que nous avons la capacité d'agir et de modifier les cours de l'expression des gènes que nous avons eu à la naissance. OK? C'est clair, ces parties-là. Vous dites si ce n'est pas trop clair, je vous en prie. Alors, il y a deux choses. Le tabagisme comme facteur de risque pour devenir diabétique. Donc ça, c'est une chose. Et le tabagisme comme élément de déséquilibre d'une personne diabétique. Donc, dans le premier cas, comme facteur qui participe, il y a eu des études. À un moment donné, il y a eu des controverses parce qu'il y avait des études qui n'allaient pas dans le même sens. Ce qu'on peut dire maintenant, c'est que le tabagisme, et que ce n'est pas seulement la nicotine, parce que dire, bon, est-ce que le tabagisme, alors maintenant qu'on est dans une sorte d'épidémie de vaporage, de vapoteurs, on veut dire, bon, les gens qui ne fument pas mais qui vapotent, est-ce qu'ils sont aussi au risque? Oui, la nicotine a un rôle dans l'insulinorésistance, donc elle participe dans le phénomène de l'insulinorésistance. Il y a eu un moment donné qu'il y avait une doute concernant la sécrétion d'insuline. Et ça, ce n'était pas confirmé. Okay? Donc, par le mécanisme de l'insulinorésistance, il participe dans cette genèse du diabète. Okay? Après, on peut revenir. Hein, après l'intervention, on peut discuter davantage, si vous savez. Qu'est-ce que c'est une alimentation erronée? Mais voilà l'alimentation erronée. Qu'est-ce que c'est? Hein? Mais ça c'est les axes. Une alimentation qui est basée en produits ultra transformés. C'est un problème majeur de santé, les produits ultra transformés. On peut dire que ce sont des produits qui sont raffinés, sont des produits qui utilisent beaucoup de sucre, de fructose à haute teneur, donc ils sont très sucrés, mais le sucre de maïs à haute teneur glucidique, c'est un problème majeur parce que c'est un des facteurs qui interviennent dans la stéatose hépatique, c'est-à-dire dans les foies gras, que c'est aussi un autre problème de santé qui est associé à cette problématique de l'obésité et du surpoids. Donc les produits ultra transformés, par les faits aussi, qui contiennent des additifs, des préservants, des colorants, qui sont des aliments, sont des produits qui vont avoir un impact direct sur certains gènes qui participent d'une façon clé dans le bon fonctionnement de l'organisme. Problème majeur, véritablement, les produits ultra transformés. Soyons attentifs à l'utilisation et à la consommation des produits ultra transformés. C'est un problème majeur véritablement de santé. Le sucre raffiné, farine blanche, du sucre, des boissons sucrées, c'est quelque chose que vous avez entendu parler dans les émissions de télévision. On sensibilise toujours au fait qu'il faut éliminer les boissons sucrées, le sucre raffiné, de donner priorité à des farines complexes qui contiennent des fibres. C'est probablement le message clé de la soirée. L'alimentation pauvre en fibres, c'est un constat. Et c'est quelque chose qui porte beaucoup de tort. Vous savez, probablement vous avez entendu parler, la plupart des gènes, les génomes, le principal génome que nous avons dans notre organisme ne sont pas des gènes humains, sont des gènes bactériens. Et ces bactéries logent à prédominance dans l'intestin. Donc ils vivent ou pas de ce que nous les donnons à manger. Historiquement, c'était des bactéries qui vivaient en harmonie avec notre gène, avec notre organisme. Mais par le fait d'avoir passé à une alimentation industrialisée, ultra transformée, raffinée, on a modifié pas le capital des gènes bactériens, mais les composants des bactéries. C'est ce qui s'appelle le microbiome, vous avez entendu parler. Et ça occasionne des dysfonctions au niveau du métabolisme et très probablement est à la cause de beaucoup de dysfonctionnements que nous constatons
en certaines maladies chroniques, pas seulement le diabète d'ailleurs, mais je me focalise sur le diabète parce que c'est ça qui nous convoque ce soir. Donc, alimentation pauvre en fibres et l'excès de consommation de protéines d'origine animale et des produits laitiers. C'est un problème de santé. C'est un problème qui participe, on peut discuter après par quel mécanisme. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est très important à maintenir en perspective. Okay? Quelles sont les conséquences de cette alimentation erronée? Les conséquences, c'est qu'il va y avoir une accumulation de graisse, de tout ce qui est gras, et va s'accumuler au niveau du muscle, au niveau du foie, au niveau du pancréas. Pour dire les 3 organes qui sont les plus déterminants dans l'apparition de diabète type 2. Quand les graisses s'accumulent autour des muscles, qu'est-ce qui se passe? Il y a la résistance à l'action de l'insuline. La résistance à l'action de l'insuline est principalement au niveau musculaire. Donc, plus on mange ou plus on a une alimentation erronée, plus il y aura des graisses autour des muscles, plus il y a des graisses autour des muscles, plus l'insuline aura des difficultés à agir. OK? Idem au niveau hépatique. Au niveau du foie, il y aura un foie qui est entouré véritablement de graisse, donc un foie gras, et ce foie gras empêche l'action de l'insuline. Juste dire, pour que vous puissiez plus avoir une idée plus claire, quel est le rôle du foie, entre autres choses, mais pour ce qui nous occupe ce soir, le foie, c'est une usine qui produit beaucoup de sucre. Et quand il y a une résistance à l'action de l'insuline au niveau du foie, parce qu'il est entouré de graisse, l'insuline ne peut pas freiner la production de sucre par le foie. Et c'est probablement, que vous avez entendu parler, il y a des personnes, des patients qui viennent à ma consultation et me disent « Mais docteur, je ne comprends pas, je ne mange pas la nuit. Et ma glycémie de matin, elle est très élevée. » Elle est élevée parce que le foie, il se met à produire du sucre pendant la nuit, à cause que l'insuline ne peut pas freiner la production de sucre par ce foie. Okay? Et quand il y a les graisses qui s'accumulent autour du pancréas, eh ben, ça produit la diminution de la production d'insuline. Donc, tous les scénarios, il est fait, toutes les conditions sont créées pour commencer à faire une augmentation du taux de sucre, dont le diabète que nous parlons. OK? Alors, est-ce qu'on peut le prévenir? Est-ce que c'est réversible? Oui, on peut la prévenir, évidemment qu'on peut la prévenir. On peut prévenir le diabète. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, d'études d'intervention chez des personnes à risque de devenir diabétiques, c'est-à-dire qui avaient une surcharge pondérale, qui mangeaient d'une façon erronée, qui ne bougeaient pas assez, qui étaient sédentaires, qui avaient beaucoup de stress, qui avaient des antécédents de diabète dans leur famille. Et le fait de participer avec une modification de style de vie par l'alimentation, par l'activité physique, on voit très bien que ça diminue la progression ou l'apparition de nouveaux cas de diabète. Donc oui, on le sait. Ce qu'il y a, c'est que c'est très difficile à mettre en place. C'est un problème. Il y a qu'à bouger, il y a qu'à faire, c'est facile à dire, mais c'est très compliqué, très difficile véritablement à modifier le style de vie. Mais on sait qu'on peut obtenir de bons résultats avec une intervention comme ça. Vous avez probablement entendu parler, ou vous connaissez dans votre entourage, des personnes qui ont bénéficié d'un bypass gastrique, une chirurgie bariatrique, comme nous l'appelons, un bypass gastrique, pour perdre du poids, les personnes obèses. Et bien, les personnes obèses, quand ils sont opérés et qui commencent à perdre du poids, ils vont revenir en arrière avec leur diabète, parfois l'hypertension et les autres anomalies métaboliques. Donc oui, on peut revenir en arrière, même quand on a la maladie.
Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a aussi des médicaments, on dit qu'il y a des médicaments qui peuvent m'aider à revenir en arrière ou à prévenir. Oui, non, non. Mais est-ce que c'est véritablement la meilleure des solutions d'aller chercher un médicament pour éviter une maladie? Ça se discute. Mais ce qui me semble véritablement très, très important et qui a un sens par rapport à la modification de l'environnement, c'est d'essayer de modifier le style de vie et l'alimentation. L'alimentation, avec l'activité physique, comme on va nous montrer après Maëva. Ça, c'est juste parce qu'on parle maintenant, depuis quelque temps, les concepts de santé unique. Le concept de santé unique, c'est quelque chose que nous sommes extrêmement sensibles à cela, parce que la bonne santé de planète va participer à notre état de santé, et vice-versa. Notre état de santé va participer à la bonne santé de la planète. On est maintenant, et vous avez entendu parler de rapport du GIEC qui met la sonnette, qui tire véritablement la sonnette d'alarme par rapport au réchauffement climatique, à la production de gaz à effet de serre, à essayer qu'on puisse véritablement décarboniser nos activités. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'on peut revenir en arrière. On peut changer la trajectoire qui peuvent maintenir une planète habitable. Mais si on ne fait rien, très probablement qu'on va vers quelque chose qui sera extrêmement compliqué à vivre dans les décennies qui viennent. Pour le diabète, c'est plus ou moins, si on fait une analogie, vous voyez tous ces ronds comme ça. Alors, je vais essayer de pointer quelque chose. Mais c'est formidable. Vous voyez, ça ici, c'est une cellule bêta qui est prête à produire l'insuline. C'est là. OK? Elle est prête à produire l'insuline. Quand on a un environnement hostile, l'environnement hostile, c'est une alimentation qui est trop riche en graisses saturées, c'est-à-dire une alimentation ultra transformée, ça fait un stress pour la cellule bêta. Et la cellule bêta, elle est très sensible à stress, elle ne supporte pas le stress. Mais elle va intégrer que l'environnement il est trop stressant. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle ne fait rien, elle va vers la mort cellulaire, elle va disparaître. Il n'aura plus rien. OK? Donc, évidemment, la cellule bêta, elle ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change d'identité. Elle va devenir une cellule alpha. Elle change d'identité. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est juste ça, la base de la réversibilité d'un diabète sous certaines conditions. Il n'y a pas tout le monde qui peut révertir, parce que si la maladie est depuis longue date, c'est extrêmement difficile de revenir en arrière, mais on peut mieux la contrôler. Mais pour un diabète qui commence à débuter, la modification du style de vie permet la récupération de l'identité de la cellule bêta. C'est vraiment très, très intéressant, ce concept qui est relativement nouveau et que nous amène à nous, tant que soignants, à mettre beaucoup l'accent sur la nécessité de modifier cet style de vie pour permettre encore à nouveau une sécrétion d'insuline qui puisse maintenir le niveau de glycémie correct. Ça, c'est quelque chose que ce n'est pas des recommandations encore officielles par les associations d'experts en diabétologie ou en lipidologie ou en maladies cardiovasculaires, mais l'assiette qui est à gauche montre bien la différence, ce qui serait recommandable pour garder un bon état de santé global. Parce que là, on va bénéficier pas seulement de notre santé à nous, mais également la santé de la planète par le fait que ça va être une alimentation beaucoup moins
productrice de carbone. Et c'est véritablement très intéressant. Et vous voyez la différence avec l'assiette idéale de la société suisse de nutrition, que c'est déjà bien, hein, que c'est déjà très, très, très bien. Parce que si vous imaginez, et quand je voyais ça, je disais, mais c'est vrai que c'est déjà passablement bien. Si on arrive à suivre les recommandations de la Société suisse de nutrition, c'est déjà bien. Mais si on peut faire encore mieux, regardez l'autre assiette, que c'est vraiment très intéressant pour ce double bénéfice. J'observais, je reviens au Mexique et à l'Amérique, vous voyez bien qu'en Amérique, la partie verte de l'assiette idéale de la Société suisse de nutrition, elle est juste entière, juste une toute petite partie de camembert. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rouge, parce que c'est une alimentation riche en farine raffinée et surtout riche en protéines d'origine animale. Donc, avec ce que ça amène comme conséquence. Et juste à titre d'essai, regardez ça si ce n'est pas intéressant. C'est vraiment très, très intéressant de voir l'impact carbone de la production d'1 gramme de protéines d'origine végétale, hein, les protéines d'origine végétale, qui a le bénéfice qui contient beaucoup, beaucoup de fibres, beaucoup de fibres, donc ce sont tous les légumineuses que vous voyez dans la partie supérieure, les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, blancs, verts. Elle produit à peine 0,3 grammes de CO2. Si on produit et jusqu'à la consommation 1 gramme de protéines d'origine animale, vous voyez bien que ça représente comme production d'effets de serre avec le CO2. Donc il n'y a vraiment pas de comparaison. Et en termes de santé individuelle, je dis, bon, la planète, c'est bien, mais j'ai besoin et j'ai envie de savoir qu'est-ce que je peux faire pour ma santé à moi. Mais observez les effets délétères, on peut discuter après, de ce type d'alimentation qui est trop riche en graisses saturées, qui sont les protéines, une bonne partie des protéines d'origine animale. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous avant de donner la deuxième partie à ma collègue Maëva, qui va parler de l'activité physique. Et ces phrases, ça me touche beaucoup, ça me parle beaucoup, ça fait écho chez moi, parce que je me suis dit que quand on parle de diabète, on parle de diabète type 1, de diabète type 2, de diabète 1,5, de diabète type 3. Mais en fait, il y a autant de types de diabète que des individus diabétiques. Chaque personne, c'est une singularité dans l'univers global du diabète. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est justement l'approche personnalisée qui fera qu'on aura beaucoup plus de possibilités de modifier le style de vie. Par rapport à la santé planétaire, c'est exactement la même chose. Passer de l'approche globale à la réalisation locale. C'est là où ça se passe, dans les quartiers, chez nous, dans notre consommation de tous les jours. Donc voilà ce message que je voulais laisser pour vous. Et bien volontiers, on aura la discussion. Je ne sais pas comment vous avez imaginé l'interaction. Est-ce qu'on interagit maintenant par rapport à ma présentation ou à la fin quand Maëva présentera? Donc ça sera à la fin, sauf si vous allez partir maintenant. OK, très bien, merci. Alors, voilà, bonjour à tous, vous m'entendez bien comme ça? Parfait. Donc, on va passer à la seconde partie sur l'activité physique. La première chose, c'est une définition. Hein. Selon l'OMS, l'activité physique, c'est tout mouvement produit par les muscles squelettiques, donc les muscles que l'on peut contrôler, hein, le biceps, le quadriceps par exemple, qui requièrent une dépense d'énergie. Donc, ça va être tous les mouvements que l'on effectue pour les déplacements, dans le cadre du travail ou dans le cadre des loisirs. Donc, ce n'est pas uniquement le sport, c'est vraiment tous les mouvements qu'on va pouvoir faire durant la journée. Selon les recommandations de l'OMS, il faudrait que toute personne diabétique jusqu'à l'âge de 65 ans
en fait, pratiquent au moins 150 à 300 minutes par semaine d'activité physique de type endurance, d'intensité modérée, ou alors au moins 75 minutes d'activité d'intensité soutenue. Et en association avec ça, des exercices de renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine. Et puis enfin, idéalement, on devrait limiter le temps de sédentarité, donc de remplacer la sédentarité par une activité physique, même légère. Et puis pour les personnes de plus de 65 ans, il est également important donc c'est les mêmes recommandations, mais on ajoute des exercices axés sur la force et sur l'équilibre pour prévenir le risque de chute. Donc, quel est l'impact de l'activité physique au niveau du corps? Évidemment, ça va agir ici, au niveau du muscle. Ça va augmenter la captation du glucose par le muscle. Ça va augmenter la sensibilité à l'insuline. Ça, on va le revoir en détail juste après. Mais ça va également agir au niveau d'autres organes, au niveau du foie, par exemple. On en a parlé un petit peu, donc ça va diminuer la production de sucre par le foie. Ça va diminuer l'accumulation des triglycérides autour de foie, donc la concentration en graisse. Ça va diminuer ce qu'on appelle le foie gras, la stéatose. Ça va agir au niveau de la circulation sanguine, donc ça va diminuer la glycémie, ça va améliorer l'équilibration du diabète. Ça va diminuer le taux de graisse, le taux de triglycérides, et puis ça va diminuer la pression artérielle. Et puis, au niveau du pancréas, ça va augmenter la sécrétion d'insuline et diminuer la sécrétion de glucagon. Et puis enfin, au niveau des cellules graisseuses, ici, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline, et puis ça va diminuer la masse de cellules grasses, et ça va diminuer l'inflammation. Donc, il n'y a pas qu'un effet au niveau du muscle, c'est vraiment un impact global sur les organes qui va permettre l'amélioration de l'équilibration du diabète et puis qui va aussi avoir un impact cardiovasculaire. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du muscle quand il y a une contraction? Vous avez, ici un petit schéma. Donc là, un vaisseau sanguin avec en rouge les petits globules rouges, en vert les molécules de glucose, et puis en bleu, les petits triangles, les molécules d'insuline. Ici, vous avez le muscle. Et puis, entre les deux, ici, on a une membrane qu'on appelle la matrice qui sépare le muscle de la circulation sanguine. Et ce qu'on voit, c'est que les molécules d'insuline, ici, elles vont passer à travers cette membrane et puis elles vont aller stimuler les récepteurs, les transporteurs du glucose au niveau du muscle. Et donc, la présence de ces transporteurs, ça va permettre aux molécules de glucose de passer ici dans le muscle, et puis ça va permettre aux muscles d'utiliser ces molécules. Donc ça, c'est dans une situation classique. Et puis ce qu'on voit à droite, c'est dans le cadre du diabète. Donc vous voyez tout de suite, la membrane, la matrice, elle est beaucoup plus dense, elle est plus fibrosée. Et ça, c'est lié à des phénomènes d'inflammation et c'est lié au fait que les cellules graisseuses soient plus importantes et viennent se mettre autour des muscles. Et donc ça, ça bloque en fait le passage de l'insuline à travers cette membrane. On voit que les petits triangles bleus, ils restent bloqués ici au niveau des cellules du vaisseau sanguin et ils ne passent plus, ils n'activent plus les transporteurs. Et donc le glucose, il n'arrive plus à passer, il n'arrive plus à aller au niveau du muscle. Donc ça va entraîner deux choses. Le muscle va être moins efficace, il ne va pas réussir à utiliser l'énergie correctement. Et puis évidemment, le sucre il va s'accumuler dans le vaisseau sanguin et donc ça va entraîner une hyperglycémie. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte ici en bas qu'en fait, en reprenant une activité physique régulière, comme selon les recommandations, on arrive à modifier en fait cette membrane, à l'assouplir entre guillemets, et puis de nouveau permettre le passage de l'insuline et donc de permettre le passage du sucre jusqu'au muscle. Donc on va diminuer le taux de glucose dans le sang. Alors quel type d'activité physique est recommandé? Il y a 4 grands groupes. Le premier groupe, c'est des exercices qu'on dit des exercices d'aérobie.
donc des exercices qui nécessitent un apport d'oxygène aux muscles. C'est des exercices qui vont augmenter la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire pour augmenter l'apport d'oxygène aux muscles. Donc c'est souvent des exercices qu'on appelle d'endurance, comme la marche, la course à pied, le vélo, la natation. La durée, ça on l'a vu juste avant, donc c'est 150 à 300 minutes par semaine pour une activité modérée. Donc une activité modérée, c'est par exemple de la marche ou du vélo à plat. Et puis 75 minutes si c'est une activité intense. Donc ça peut être une randonnée ou du VTT en montagne ou de la course à pied. Et en termes de fréquence, c'est en théorie minimum 3 fois par semaine. Et il ne faudrait pas qu'il y ait plus de 2 jours sans activité physique. 2 jours consécutifs sans ce type d'activité. Et puis l'autre grand groupe, c'est le renforcement musculaire. Donc là, ça va plutôt être des exercices avec des poids, avec des élastiques, des exercices en résistance qui vont agir au niveau de la force. Et donc ça, c'est 2 à 3 fois par semaine. Et l'idée, c'est d'avoir 10 à 15 répétitions par séquence et puis 1 à 3 séquences par exercice. Et puis le troisième grand groupe d'activités, c'est l'étirement et l'équilibre, donc soit des étirements en statique ou en dynamique, comme le tai chi ou le yoga qui travaille aussi sur l'équilibre. Et ça, c'est 2 à 3 fois par semaine, en maintenant les positions généralement 10 à 30 secondes. Donc les exercices d'endurance, évidemment, ça va améliorer l'équilibration glycémique, ça va diminuer le taux de glucose, donc ça va améliorer l'hémoglobine glyquée, ça va améliorer la sensibilité à l'insuline, comme on l'a vu juste avant, mais ça va également améliorer l'hypercholestérolémie et ça va réduire la pression artérielle. Donc il y a également un impact au niveau cardiovasculaire d'une manière générale. Et puis les exercices de renforcement musculaire, c'est la même chose, donc ça va évidemment améliorer l'équilibration du diabète, mais ça va également augmenter la force musculaire, ça va améliorer la densité osseuse, et ça va réduire la tension artérielle et améliorer l'hypercholestérolémie. Donc il y a également d'autres impacts sur d'autres organes. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment l'association des deux, donc à la fois des exercices d'endurance et à la fois des exercices de renforcement, ça améliore d'autant plus l'équilibration et ça réduit d'autant plus la glycémie dans le sang. Et puis les exercices d'étirement et d'équilibre, donc c'est vrai que ça n'a pas vraiment d'impact direct au niveau de la glycémie, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va améliorer l'amplitude des mouvements articulaires, donc peut-être ça va faciliter la réalisation d'autres exercices. Ça peut parfois améliorer un petit peu les symptômes en lien avec la neuropathie diabétique, et puis ça va avoir une action, ça va prévenir, éviter le risque de chute. Et puis dans la troisième recommandation, donc, c'était de diminuer le temps de sédentarité. Et on s'est rendu compte que c'était important en fait, de rompre la position assise prolongée. Donc, c'est-à-dire que soit 3 minutes toutes les 30 minutes, soit 5 minutes toutes les heures, de faire une activité physique légère. On ne dit pas d'aller faire une course à pied entre deux. Mais vraiment simplement, voilà, si on est à son bureau, de se lever, de faire quelques exercices, des flexions, extensions, monter une volée d'escalier par exemple. Et ça, ça augmente, ça améliore la sensibilité à l'insuline et ça fait baisser le taux de sucre, la glycémie postprandiale, donc après manger. Et puis évidemment, l'activité physique, ça n'a pas que des effets au niveau métabolique et au niveau cardiovasculaire. Ça a évidemment un effet beaucoup plus global. On s'est rendu compte que ça améliorait les capacités intellectuelles, notamment la mémoire et l'attention, que ça diminuait le risque de dépression, que ça diminuait les périodes, les épisodes d'anxiété et que ça améliorait la qualité du sommeil et ça diminuait les épisodes de somnolence dans la journée et donc ça pouvait réduire la consommation de somnifères. Et puis d'une manière générale, ça améliore la qualité de vie. Donc voilà, retenez un petit peu ce schéma. L'idée, donc, c'est d'avoir
au moins 150 minutes par semaine d'une activité type endurance d'intensité modérée, ou alors, si c'est un peu plus poussé, 75 minutes, en association avec des exercices qui agissent sur la force musculaire, donc des exercices de renforcement 2 fois par semaine, et puis essayer de limiter le temps prolongé en position assise. Voilà, je vous remercie de votre attention et on reste ouvert à la discussion. Merci. Vous pouvez applaudir les intervenants et lever la main si vous voulez poser une question. C'est important de poser la question dans le micro puisque la conférence est enregistrée. Une question. Question pour monsieur. Je souhaite revenir sur la page alimentation erronée. Vous aviez sur la première ligne, si je me souviens bien, l'alimentation ultra Transformée. Oui. Je voulais savoir si dans cette catégorie, c'est tout ce qui est light, dans tous les sens du terme, c'est ça qui est compris. OK. Dans le ultra transformé. Alors, votre question, c'est de savoir si dans les produits ultra transformés, c'est inclus aussi les aliments light, entre guillemets, c'est ça? Exact, oui, Okay. merci. C'est un leurre commercial, hein, les aliments light. C'est vraiment un piège commercial. Et c'était un erreur majeur d'avoir permis la commercialisation de certaines substances qui sont soi-disant light pour des personnes diabétiques en plus, et même maintenant. Parce que ça n'a pas aucun bénéfice, tout le contraire. Juste pour dire, le sucre artificiel, mis à part les stevia, tous, ils ne devraient pas être consommés véritablement. Et moi, je me bats contre ça quand je vois de dire « Oui, mais je prends de Coca Light. Oui, mais je prends de ces produits light. » L'aspartame, c'est quelque chose d'extrêmement toxique. Il ne devrait pas être recommandé comme un aliment sain. Tu as répondu à votre question? Oui, j'ai la chance, je veux juste ajouter une dernière chose, j'ai la chance d'avoir rencontré une diététicienne tout à fait top. C'est la première chose qu'elle m'a demandé à la première séance par rapport au light, puisque je suis en surpoids. Et puis, elle m'a bien expliqué que tout ce qui était du light, c'était, entre guillemets, du poison, que manger des choses qui ne sont pas transformées, c'est toujours permis, et c'est toujours la répartition qu'on vous avait montrée sur les assiettes. En tout cas, je trouve votre conférence géniale. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Alors, moi, ma question, ce serait en rapport avec la baie du miracle. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Tout là? Baie du miracle, c'est un fruit qui pousse dans le continent africain. Et en fait, ils ont fait plusieurs recherches comme quoi ça avait une influence sur les personnes diabétiques qui réduirait justement à ajouter par eux-mêmes du sucre dans leurs aliments parce que justement cet aliment donne le goût du sucré directement dans nos papilles. Du coup, je voulais savoir si ce serait comme une sorte de remède ou si c'était plutôt une utopie. Et c'est plutôt une utopie. Ah, non, je pense que on ne peut pas réduire, disons, la capacité régénératrice des aliments à un seul produit. Mais je pense que ça peut rentrer effectivement dans une stratégie globale de modification de l'alimentation, d'aller vers une alimentation saine. Et ça, c'est probablement, je ne connais pas l'aliment dont vous avez cité, mais je pense que de se focaliser avec une seule composante d'un aliment, de toute l'alimentation qui doit être variée, multiple, riche, pleine de nutriments et aussi source de plaisir et de partage social, ça serait trop réducteur, véritablement.
Ceci dit, il y a des aliments qui sont des merveilles et qui ils font probablement mieux que certains médicaments. Moi, j'aime bien, parce que je connais ces parties-là et j'ai quelques expériences avec l'effet bénéfique de toute la famille, par exemple, de crucifères. Toute la famille des crucifères, c'est une merveille. Les crucifères, c'est les choux kale, le chou-fleur, le brocoli, c'est des merveilles parce que ces aliments contiennent une substance qui s'appelle le sulforaphane. Juste pour dire que le sulforaphane a été isolé, mis dans une petite gélule dont la boîte coûte $120 en Allemagne et dont l'effet c'est largement inférieur à un vrai sulforaphane naturel qu'on obtient avec un brocoli bien préparé. Vous voyez comment c'est? Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une multiplicité d'options pour avoir une alimentation qui corresponde aux critères de la sociabilité et qui soit une source de plaisir et qu'en même temps puisse prendre soin de notre santé et de la santé globale. Okay? Merci beaucoup. Simple. Oui, c'était peut-être une chose que j'avais entendue justement sur les édulcorants, c'est que bon, effectivement, c'est pas des substances très très bonnes, mais en plus que quand on mange des produits light, on donne un mauvais signal à l'organisme, où l'organisme a l'impression de manger beaucoup de choses, puis il mange rien du tout. Puis après, il y aurait la réaction. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, que leur organisme dirait, mais finalement, j'ai rien mangé, donc on mange plus en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît correct, cette hypothèse-là? Oui, certainement. En tout cas, moi, j'ai cette impression comme ça, que ça c'est pour tromper. On garde tout de même ces goûts sucrés et les désirs, l'envie d'être exposé à ces goûts sucrés tout le temps. Et ça déclenche une réponse des neurotransmetteurs qui sont en lien avec les centres de la dépendance. Et donc, je pense que c'est vraiment très, très important d'être véritablement attentif à cela. Et puis, moi, j'ai vu des personnes, des patients qui me disent, écoutez, pour moi, c'est difficile d'arrêter de boire 2 ou 3 canettes de Coca-Cola ou Coca-Light, peu importe, parce que c'est irréfrénable. Et on fait un travail véritablement des accoutumances, de sévrage, entre guillemets, comme si c'était une dépendance à n'importe quelle autre substance, parce que les mécanismes sont les mêmes. Donc, soyons attentifs à ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour la remarque. Moi, j'ai une question. Mon mari est limite diabète 2. Ce qui m'étonne, c'est que le médecin traitant veuille médicaliser sans envoyer chez une diététicienne ou un endocrinologue. Normalement, la prise en charge, elle est laquelle? Est-ce que c'est le médecin traitant qui soigne directement ou bien on va chez un spécialiste? Ou bien il n'y en a pas assez de spécialistes? Oui, c'est une question. Ça dépend véritablement, hein, parce qu'il y a des médecins de famille, des médecins traitants, qui sont une veine, un intérêt pour la partie métabolique et qui se sont très, très, très à l'aise pour accompagner dans un processus de modification de style de vie et de prévention pour devenir diabétique leurs patients. Donc, si ça c'est le cas, c'est très bien. C'est parfait, parfait, parfait. Il y a des collègues qui ça ne les intéresse pas tellement, ces parties-là, et volontiers, ils proposent à ces patients d'aller voir un spécialiste pour qu'ils soient accompagnés de façon interdisciplinaire. Et ça, c'est un élément qui est très important. Dans ces maladies chroniques de diabète, de type 2, de type 1, peu importe, c'est très important ce travail interdisciplinaire, c'est-à-dire d'avoir un regard multiple, holistique de la personne qui a besoin de ces conseils et de cet accompagnement. Ça me semble vraiment très, très important. Alors, dans son cas, on lui a proposé de prendre des médicaments pour qu'il ait moins envie de manger de sucre.
Donc, Ok. voilà. Ok. Je pensais que tout le monde devait passer chez des diabétiques, ou des endocrinologues ou bien des Mhm. diététiciennes. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous amener à une réflexion sur la, comment dire, la prescription responsable, en quelque part, de responsabilité vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la. Je ne sais pas si on avait discuté une fois, on avait parlé sur le principal contaminant du lac Léman. Vous savez quel est le principal contaminant du lac Léman? Oui, que c'est les microplastiques, que c'est les insecticides, les pesticides, les métabolites actifs qui sont éliminés par les urines. Et ça, il n'y a pas encore de traitement, disons, les centres qui s'occupent de traitement d'eau, ils n'arrivent pas encore à isoler cela. Et c'est un problème véritablement environnemental. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir une réflexion plus transversale de la problématique de santé, de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est faisable et que puisse être compatible avec mon état de santé et la santé environnementale. Une autre question? Oui. Écoutez, moi je suis diabétique depuis 1969. Eh bien, je peux vous dire que moi j'ai réussi à supprimer le sucre, pas à 100%, mais je prends plus de sucre dans le thé, dans le café depuis 1969. Je ne bois jamais de Coca Light ou du truc comme ça parce que j'aime pas. Rien que ce goût sucré, ça me va pas. Il y a même des apéritifs où on sent le sucre dedans, je ne le bois pas. J'ai réussi et je suis jamais tentée par le sucre, jamais, jamais, jamais. On me dit, tu veux du dessert? Non, moi, je préfère un bout de salami à la place du dessert. Mais, C'est un peu la provocation, ça. parce que j'ai jamais envie de sucre. Le ketchup, il y a du sucre dedans. Je ne peux pas l'avaler. Ça me... Mais je dis, mais il y a du sucre là-dedans. Je suis tout pas comme ça. Ouais. Non, je suis vraiment admirative d'apprendre que vous êtes diabétique depuis 1969, vous avez dit. Formidable, félicitations, véritablement, félicitations. Ouais. Ouais, vous faites attention. Ouais. Je vous raconte une anecdote. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'interpelle tout le temps. J'observe ça dans mon environnement, dans mes proches, mes amis. On va faire un resto. OK, on va faire un resto. C'est très bien, très sympa, agréable, on partage, on échange. Et puis, on fait une commande. L'entrée, ce sera de chèvre au miel, je ne sais pas. On enchaîne avec un jambon, l'os, avec un gratin de pommes de terre. On continue avec une tarte à tatin, avec une boule de glace à la vanille. Et puis, après, on finit avec un café. OK, c'est très bien. Voilà. Et il y a le serveur qui va par là. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous aurez une petite sucrine pour mon café? Après avoir fait un festival des aliments qui ne sont pas forcément recommandables, la cerise sur les gâteaux, parce que ça c'est le plus toxique, c'est la sucrine qui vient avec. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir garder la lucidité des choses. Il y avait encore une dernière question peut-être ici. J'aurais aimé savoir le rôle du glucagon. Le glucagon, en fait, c'est une hormone qui est produite par le pancréas et qui va augmenter la sécrétion, qui va stimuler en fait le foie à sécréter du sucre, à sécréter du glucose. C'est ça l'effet, on va dire, en résumé du glucagon. Alors, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez applaudir une deuxième fois les intervenants du soir et je vous invite
à passer à un apéritif light